Je vous propose une promenade rétrospective dans la première exposition impressionniste qui s'est tenue à Paris au printemps de 1874. J'ai conscience d'aborder un sujet qui est assez connu et que probablement vous connaissez assez bien. Et donc vous savez que le mot impressionnisme ou impressionniste est fondé sur l'impression en ce qu'elle diffère de la réalité, qu'il a été formé d'après le titre d'un tableau de Claude Monet, Impression Soleil levant, et que c'est un journaliste du journal Le Charivari qui, en 1874, a caricaturé les artistes euh, exposant au boulevard des Capucines en leur attribuant, les affublant, on pourrait dire, de ce mot d'impressionniste de façon tout à fait sarcastique, humoristique et, il faut le reconnaître, superficielle. Et donc son journaliste s'appelait Louis Leroy. Nous savons aussi que l'exposition de 1874 a été un événement spectaculaire, qu'elle a marqué une rupture dans l'histoire de l'art en instituant et en constituant à la fois un courant pictural et un groupe de peintres, et que donc il y a un avant et un après 1874. L'impressionnisme, c'est donc un mot qui est d'abord employé avec une valeur péjorative. Tout cela, nous le savons. Mais nous le savons surtout depuis le début du XXe siècle, disons depuis 1924, depuis le cinquantenaire de l'exposition du boulevard des Capucines. En effet, c'est après quelques années, quelques dizaines d'années, que s'est forgé petit à petit une sorte de récit explicatif des origines de l'impressionnisme, récit qui a donné une place centrale à la boutade du Charivari et une place centrale à l'exposition du boulevard des Capucines. Alors c'est un mot, mais l'impressionnisme, c'est aussi une icône. L'icône, évidemment, c'est le célèbre tableau de Claude Monet, Impression Soleil levant. C'est une icône qui est devenue une icône en 1874, puisque le titre même de ce tableau a été, on pourrait dire, instrumentalisé pour désigner le groupe des peintres exposant au boulevard des Capucines. Mais ce tableau est vraiment devenu une icône ultérieurement, euh, petit à petit. Et encore une fois, c'est avec le cinquantenaire, en 1924, que ce tableau a été, si l'on peut dire, mythifié. C'est pourquoi, au moment du 150-aire, en 2024, les historiens de l'art ont estimé qu'il était nécessaire d'interroger, au fond, l'exposition de 1874 et de l'évaluer pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, est-ce que c'est une exposition comme les autres? En quoi est-elle originale? Comment a-t-elle été organisée? Quel impact a-t-elle pu avoir sur le mouvement alors qu'elle est devenue, après coup, un repère incontournable? Et donc, ces interrogations des historiens de l'art, le travail qu'ils ont fourni pour y répondre, tout cela a permis au musée d'Orsay, en 2024, donc, d'organiser une exposition rétrospective, non pas de tout le mouvement impressionniste, non pas de tel artiste impressionniste pris isolément, mais une exposition rétrospective de l'exposition du boulevard des Capucines de 1874, la première exposition impressionniste. Alors, je m'appuierai naturellement sur cette exposition parisienne pour vous proposer la promenade d'aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer en nous interrogeant sur les origines de l'exposition. Pourquoi une exposition et pourquoi une exposition indépendante? Il y a plusieurs raisons qui mènent à la naissance de cette exposition et la raison principale, c'est la volonté de se démarquer, de rompre avec le système, avec la tradition, la volonté de rompre en particulier avec le système des salons. Le salon de 1874, en effet, est en quelque sorte le contre-modèle, ou plutôt l'exposition du boulevard des Capucines est le contre-modèle du salon de 1874. Elle est en quelque sorte l'anti-salon. Le salon de 1874 s'ouvre à Paris le 1er mai 1874 au Palais des Champs-Élysées, c'est-à-dire au Palais de l'Industrie, qui avait été bâti en 1855 pour l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris cette année-là, la première exposition universelle organisée en France. Et ce palais se tenait sur les Champs-Élysées, là où il y a maintenant le Grand et le Petit Palais. C'est donc au Palais des Champs-Élysées, au Palais de l'Industrie, que le salon de 1874 se tient.
Alors, qu'est-ce que c'est que le salon? C'est un événement tout à fait important au milieu du XIXe siècle. Il se rattache en fait à la création de l'Académie royale de peinture et sculpture au milieu du XVIIe siècle, à l'époque de Charles Lebrun. Dans un premier temps, l'Académie a présenté au public, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle, elle a présenté au public les toiles que les artistes qu'elle accueillait lui remettaient sous forme, comme on dit à l'époque, de morceaux de réception. Mais le salon a surtout été réorganisé au début du XIXe siècle. C'est une manifestation tout à fait officielle qui est organisée par le gouvernement, par l'administration des beaux-arts en l'occurrence. C'est une manifestation qui se tient régulièrement, chaque année. C'est une manifestation qui, compte tenu de la place qu'occupent la France et Paris dans le monde de l'art au milieu du XIXe siècle, eh bien, peut être considérée comme la plus importante manifestation artistique qu'il y ait dans le monde. Alors évidemment, les choses évolueront à la fin du siècle, se compliqueront un petit peu, mais c'est bien la position du salon donc dans les années 1860 et 1870. Le salon se distingue par son mode de sélection. Il y a en effet une sélection tout à fait précise, même on peut dire tout à fait rigoureuse, qui est organisée par un jury composé de notabilités du monde de l'art, et donc un jury qui n'est pas emprunt a priori des diverses tendances de la modernité. Par exemple, il n'y a pas de femmes dans ce jury. Il peut y avoir des femmes parmi les peintres qui exposent au salon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, mais dans le jury, il n'y en a pas. Ce jury reçoit les peintures qui lui sont soumises, il en accepte certaines, il en refuse d'autres, et le nombre de refusés, certaines années, pose un véritable problème. Par exemple, en 1863, le nombre de refusés est tellement important, 3000 sur 5000 peintures présentées, que le gouvernement, en l'occurrence l'empereur Napoléon III, a dû organiser un salon des refusés. Et c'est au salon des refusés que Édouard Manet a présenté le célèbre Déjeuner sur l'herbe. En 1873, le salon se tient, comme d'habitude. Là aussi, le nombre de refusés est très important, et il y a donc de nouveau un salon des refusés. Si bien que pour l'édition de 1874, le jury a cherché à éviter qu'un salon des refusés ne soit organisé, et il a donc adapté un peu ses critères de sélection. Je ne dirais pas qu'il est devenu vraiment plus accueillant, mais enfin, il a assoupli un petit peu, en tout cas, la rigueur de la sélection, ce qui fait que certains artistes ont pu être acceptés au salon alors qu'ils avaient été refusés les années précédentes, comme Édouard Manet, le Déjeuner sur l'herbe avait été refusé, mais le chemin de fer est accepté en 1874. Mais certains artistes sont refusés quand même. Et même, certaines toiles d'artistes acceptés au salon sont refusées par le jury du salon. C'est précisément le cas de Manet. Manet peut exposer le chemin de fer, mais sa toile intitulée Hirondelle est refusée. Donc l'organisation du salon est assez étrange, dans la mesure où il y a cette domination officielle, cette influence officielle sur le monde de l'art, sur le monde de la peinture. C'est une manifestation néanmoins qui attire le public, qui a toujours beaucoup de succès. En 1874, le salon se tient en mai et juin 1874 et il a accueilli plus de 200 000 visiteurs. Donc les discussions sur le salon sont le grand thème des discussions au printemps de chaque année et au printemps de 1874 en particulier. C'est ce qui explique que la toile de Manet, le chemin de fer que nous venons de voir, fait l'objet de commentaires, de critiques particulièrement nourries, comme nous allons le voir. Tout cela débouche sur un palmarès, c'est-à-dire sur l'attribution par le jury de médailles. Alors, il y a des médailles de première, de deuxième, de troisième classe. Il y a des prix spéciaux. Donc, un palmarès assez complexe, mais un palmarès qui amène à récompenser des artistes qui sont présentés dans les galeries du salon et dont les toiles sont parfois disposées de manière étrange. Il y a des télescopages particulièrement surprenants. Par exemple, euh, dans la même salle, côte à côte, pas seulement dans la même salle, mais côte à côte, on trouve au salon de 1874 cette toile d'Auguste Lançon, mort en ligne, La bataille de Bazeilles, qui est l'une des toiles importantes évoquant le conflit de 1870-1871, la guerre franco-prussienne, qui est encore dans tous les esprits évidemment en 1874. Et donc cette toile attire le regard en 1874
comme en 1873, une toile avait attiré l'attention, la toile principale évoquant le conflit récent, c'était la célèbre toile d'Alphonse de Neuville, Les dernières cartouches, qui étaient présentées donc au salon de 1873. Eh bien, en 1874, il y a cette toile d'Auguste Lançon, et juste à côté, on trouve cette peinture d'Henri Fantin-Latour, Fleurs et objets divers. Donc, il y a quand même des rapprochements parfois un petit peu curieux. Alors, il y a beaucoup de choses étranges dans l'organisation du salon, mais enfin, c'est quand même une manifestation considérable. C'est une manifestation qui donne lieu, comme je viens de le dire, à l'attribution de prix. Par exemple, voilà une toile qui est médaillée par le jury du salon. C'est une toile d'un artiste très célèbre à cette époque-là, Jean-Léon Gérôme. Cette toile obtient une médaille, donc elle s'appelle L'Éminence grise et elle nous montre sur la droite le père Joseph qui descend l'escalier du palais cardinal, le palais cardinal étant la résidence du cardinal de Richelieu au milieu du XVIIe siècle. Alors le père Joseph, c'est François Leclerc du Tremblay, le conseiller du cardinal de Richelieu, conseiller occulte de ce ministre de Louis XIII. On l'appelle l'éminence grise. Alors pourquoi? Parce que c'est un moine capucin, c'est un fidèle de Saint François d'Assise, donc le Saint Gris. C'est un moine capucin qui vit en retrait, qui vit un peu dans l'ombre par rapport au ministre qu'est le cardinal, et c'est un conseiller de l'ombre, c'est un conseiller occulte. Et donc les textes de l'époque nous racontent les phénomènes de cour qui s'organisent autour du cardinal, évidemment, mais qui s'organisent autour aussi du Père Joseph. Et c'est ce que nous montre Jérôme. Jérôme n'invente pas du tout une scène de ce genre, il la décrit, il la développe, elle correspond tout à fait à des textes qu'il a pu lire. Bon, simplement, sa documentation historique est peut-être un petit peu incomplète, parce qu'il montre le père Joseph descendant l'escalier du palais cardinal, ce qu'on appelle aujourd'hui le palais royal, mais l'escalier que nous voyons là, c'est celui qui a été construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et le père Joseph est mort en 1638. Bon, petite erreur, petit anachronisme, mais on voit bien ce que c'est que cette peinture. C'est une peinture d'histoire, c'est le grand genre de la peinture académique. Elle est donc récompensée par le jury du salon. Alors, il y a une autre toile qui est récompensée par un prix spécial du jury, c'est Saint-Laurent Martyr de Pierre Lehoux, qui est apprécié par le jury, au sens tout à fait étymologique, qui reçoit le prix spécial, dont on peut considérer qu'il s'agit d'une peinture parfaitement académique, parfaitement classique, parfaitement traditionnelle. Donc, si l'on cherche une explication à l'organisation de l'exposition impressionniste, une explication vient tout de suite à l'esprit, c'est vouloir se distinguer, vouloir se démarquer du salon. Et pour ça, le mieux est d'ouvrir les portes de l'exposition impressionniste avant que le salon lui-même n'ouvre ses portes. Le salon ouvre ses portes le 1er mai 1874 et donc les impressionnistes ouvrent leur exposition le 15 avril 1874. Comme l'exposition a lieu avant le salon, elle ne saurait être évidemment le salon des refusés. Alors, il y a une autre raison qui explique l'organisation d'expositions impressionnistes, c'est la volonté de rompre, oui, mais de rompre avec la tradition et pas seulement avec le système des salons. La mise en cause de la tradition est dans l'air à cette époque. La tradition, c'est le pilier de la peinture académique. Elle est en voie d'effacement. Certains artistes refusent de l'apprendre, d'autres refusent de s'en souvenir, et il y a un climat intellectuel et esthétique contre la tradition qui est renforcée par le choc de la guerre et de la défaite de 1870. Et donc on assiste, après 1870-71, on assiste à une réaction contre la mise en cause de la tradition. Sur le plan politique, les années qui suivent la guerre, qui suivent la défaite, qui suivent la commune, ce sont des années d'ordre moral. Le gouvernement se présente comme un gouvernement d'ordre moral. Il entend restaurer l'ordre, il entend restaurer les valeurs traditionnelles, même dans les arts. Et donc il y a un retour à l'ordre qui caractérise l'atmosphère intellectuelle du début des années 1870. C'est un phénomène qu'on trouve parfois dans les milieux intellectuels après une guerre. On le voit par exemple après la Première Guerre mondiale. Et j'ai choisi pour illustrer ce point trois portraits de femmes que peint Pablo Picasso à Paris en 1907, 1923 et 1935. On peut remarquer la différence extraordinaire qu'il y a dans la manière
pour le portrait de 1923 par rapport au portrait de 1907, retour à l'ordre donc, et même par rapport au portrait de 1935. Ce qui est remarquable, c'est que la femme qui est portraiturée en 1923 est la même que celle qui est portraiturée en 1925. C'est Olga, Olga Koklova, qui sera Olga Ruiz Picasso. Et donc, le rapprochement de ces toiles montre deux choses. D'une part, l'aptitude extraordinaire de Picasso a changé complètement de manière dans le très court terme, mais cela montre aussi l'environnement qu'il y a au début des années 20, ce que Jean Cocteau a appelé le retour à l'ordre. Eh bien, on voit quelque chose du même genre dans les milieux intellectuels et artistiques au début des années 1870, et l'exposition impressionniste s'inscrit donc dans ce courant de vouloir rompre avec la tradition qui a tendance à être remise au premier plan par les autorités. Alors néanmoins, la tradition, on peut la corriger éventuellement, sans aller jusqu'à la rupture, on peut s'efforcer de la repenser, on peut s'efforcer de la redire. Considérons par exemple cette toile d'Édouard Dantan, qui traite un sujet tout à fait traditionnel, tout à fait classique, on pourrait dire presque un sujet religieux, mais le peintre a cherché à transformer, a cherché à moderniser, il a voulu insuffler un esprit nouveau, au fond, dans un sujet tout à fait traditionnel. Alors, de ce point de vue, on peut considérer que la toile de Lehoux, Saint-Laurent martyr, est une sorte de symbole, une sorte de réaffirmation de la tradition, et on comprend mieux donc les origines de l'exposition impressionniste. Elle se tient, cette exposition, qu'on appelle d'ailleurs exposition du boulevard des Capucines à l'époque, elle se tient dans ce contexte-là. Si on prend un peintre comme Manet, par exemple, donc Manet ne fait pas partie de l'exposition impressionniste, bien qu'il soit très proche de tous les peintres impressionnistes. Il est l'ami de la plupart, et il est même le beau-frère de Berthe Morisot. Enfin, il le devient en 1874. Euh, donc Manet ne participe pas à l'exposition impressionniste, mais une toile de Manet est acceptée au salon, donc le chemin de fer. Cette toile est très vue et très observée, elle est très critiquée parce que justement, en plein ordre moral, elle n'apporte aucun message moral. C'est une toile qui est très critiquée de ce fait. Alors l'exposition impressionniste est-elle vraiment une exposition impressionniste? N'est-elle pas plutôt une exposition éclectique? Il y a un collectif d'organisateurs parmi lesquels on trouve des peintres comme Renoir, Pissarro, Sisley, comme Degas surtout. Edgar Degas est la cheville ouvrière de l'organisation de cette exposition. Degas est très bien introduit dans les cercles artistiques parisiens, et donc il réussit à convaincre certains artistes de venir exposer leurs œuvres au boulevard des Capucines. Il y a donc de nombreux artistes que nous ne qualifierions pas, nous, d'impressionnistes, qui néanmoins participent à l'exposition de 1874. D'abord, il y a, comme d'ailleurs le montre l'intitulé de la société dont je vais parler dans un instant, il y a des artistes peintres qui exposent, mais il y a aussi des sculpteurs, il y a aussi des graveurs. Des graveurs comme par exemple Félix Bracquemond, qui est un des grands graveurs de cette époque, l'un des grands dessinateurs de cette époque, et qui expose plusieurs de ses œuvres. Degas réussit à convaincre aussi des peintres étrangers de participer à l'exposition, hein, des peintres comme Giuseppe De Nittis. Alors, De Nittis est un peintre italien, c'est un peintre célèbre en Italie. C'est un peintre qui a évolué un moment autour du groupe des Macchiaioli. Degas a des contacts avec le groupe des Macchiaioli. Il faut dire qu'il a de la famille à Florence, et donc cela facilite bien sûr les rapprochements. Et donc Degas a réussi à convaincre De Nittis de participer à l'exposition du boulevard des Capucines et donc de présenter quelques-unes de ses toiles, dont celle que vous voyez là. On trouve aussi des sculpteurs comme par exemple Auguste Autain, qui propose un buste d'Ingres. Alors, Autain est un sculpteur, oui, mais il faut se placer dans le contexte. On est en 1874. Auguste Autain a participé à la Commune de Paris. Alors, bien sûr, il n'a pas été condamné par les tribunaux, mais enfin, il a quand même participé à la Commune, et donc cela constitue quelque chose de notable. Il n'a pas été condamné, mais il était impliqué dans la Commune, et cela, évidemment, suscite quelques tensions. Et puis on trouve d'autres artistes, comme par exemple Antoine Attendu, qui propose cette nature morte au faisan. C'est un pastel en fait. Et on ne s'attendrait pas à voir un peintre comme Attendu participer à l'exposition impressionniste, et pourtant c'est ce qu'il fait.
Il y a donc un éclectisme réel dans l'exposition de 1874 qui peut traduire deux choses, soit le côté flou de la notion d'impressionnisme, surtout au début, soit la difficulté qu'il y a à organiser l'exposition précisément. La difficulté qu'il y a à convaincre suffisamment d'artistes de s'associer à cette expérience de l'exposition. Parce que c'est une association, en effet. Les organisateurs de l'exposition constituent une société anonyme des artistes, peintres, graveurs et sculpteurs. Euh, Chaque artiste met de l'argent pour constituer un capital afin de permettre l'organisation de l'exposition. Il est prévu aussi que les participants reversent à la société une partie du prix qu'ils recevront de la vente de leurs œuvres, parce que bien sûr c'est une exposition-vente que l'on organise. Et c'est une exposition sans jury, mais c'est une exposition-vente. Et donc tout cela montre la difficulté qu'il y a à organiser l'exposition. Alors comment faire exactement? D'abord, il faut trouver un lieu où s'installer. Et le lieu qui est choisi, c'est ce bâtiment qui a abrité un moment les ateliers du photographe Nadar, qui est donc situé au 35 du boulevard des Capucines. C'est un bâtiment qui existe toujours. C'est un bâtiment dont on peut dire que vers 1870, c'est le temple de la photographie. Donc, il abrite les ateliers Nadar pendant un moment. C'est là que Nadar réalise quelques-uns des portraits les plus célèbres qu'on lui connaît. Il y a eu des expositions de photographie de Gustave Le Gray, par exemple, qui ont été tenues dans ce bâtiment. Mais à partir de 1872, Nadar abandonne le bâtiment. Il considère que le loyer qu'on lui demande est très élevé et donc il préfère s'installer ailleurs. Donc le bâtiment est, si on peut dire, vacant à la fin de 1873. Et pour les organisateurs de l'exposition, c'est une occasion à ne pas manquer. Ce bâtiment est tout à fait intéressant. On est boulevard des Capucines, on est donc dans le quartier de l'Opéra. C'est le Paris nouveau des années 1860-1870. Et donc, c'est un lieu tout à fait bien choisi pour y montrer la nouvelle peinture. Donc, l'exposition sera organisée dans ce bâtiment du 35 boulevard des Capucines. Les artistes organisateurs vont s'installer là pour un mois et ils vont aménager le lieu. L'exposition du musée d'Orsay en 2024 a été l'occasion de faire un effort de restitution, de reconstitution par l'image virtuelle de l'atmosphère qui pouvait régner dans les salles de l'exposition de 1874. Voilà quelques éléments de cette restitution. On voit qu'il s'agit d'un cadre qui n'est pas majestueux. Les pièces sont relativement petites, mais on a fait un effort pour d'abord pour éclairer le lieu. C'est l'éclairage au gaz, ce qui est très moderne en 1874. On a tendu les murs de toile rouge sombre. Euh, Tout a été fait pour que le lieu soit, si je puis dire, convivial. Il y a de quoi s'asseoir, on peut regarder par la fenêtre éventuellement. L'accrochage des toiles a été l'objet de tractations envers les artistes. Et donc, on est arrivé à un critère d'accrochage tout à fait original, l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, ce qui n'a pas empêché des tiraillements, parce que si on regarde bien cette restitution, il y a là une toile de Degas et là une toile de Renoir. Donc Degas, Renoir, c'est pas exactement l'ordre alphabétique. Peut-être que la toile de Renoir a été accrochée au-dessus de la cheminée, compte tenu de son format relativement grand. Vous pouvez noter que les toiles ne sont pas accompagnées d'un cartel qui indique le titre ou le nom de l'auteur. Il y a simplement un numéro qui renvoie à un catalogue, parce qu'il y a un catalogue qui a été imprimé et qui est vendu au prix de 50 centimes. 50 centimes, c'est la moitié du prix du billet d'entrée. Ce catalogue comporte en fait une liste des artistes classés par ordre alphabétique et la liste des œuvres présentées avec un numéro d'ordre, donc auquel renvoient les numéros fixés sur l'étoile. Donc on peut se repérer facilement dans ce catalogue. L'image que je vous montre est la page qui concerne le peintre Claude Monet, et on voit que dans ce document, une main, peut-être Claude Monet lui-même, a ajouté le prix demandé pour l'étoile en question. C'est une exposition de vente. Le prix demandé pour l'étoile principale, pas de prix précis pour les croquis. Et donc, on voit les niveaux, les montants. Hein. Un montant très élevé, 5000 francs, 5000 francs de 1874, 5000 francs or, comme on dit parfois. Et puis pour Coquelicot, 1500 francs. Pour Boulevard des Capucines, 1500 francs. Et 1000
pour Impression Soleil Levant. Si l'on prend la page consacrée à Berthe Morisot, on voit que là aussi, il y a des prix qui sont demandés par Berthe Morisot, mais des prix qui sont un petit peu plus faibles, 800 francs pour le berceau ou pour la lecture. Donc, les artistes se sont mis en société, se sont associés pour constituer cette exposition, pour ouvrir cette exposition au public. Il y a un effort de publicité qui a été fait. Les visiteurs sont accueillis. On a même installé une sorte de tente devant la porte sur le boulevard pour que l'on puisse entrer à l'abri des intempéries. Il y a un tourniquet qui permet de compter le nombre des visiteurs. Tout est très bien organisé et on peut considérer que l'exposition est jugée harmonieuse, bien faite, bien mise en lumière. Alors, cette exposition, si on cherche à en analyser le contenu, si on cherche à comprendre ce qu'elle a été, si on cherche à voir quelques-unes des toiles aussi qui ont été exposées, eh bien, cette exposition, si je puis dire, pose problème. L'exposition, on l'a vu, est au moins autant éclectique qu'impressionniste. Il y a bien sûr un catalogue, mais enfin, c'est surtout une liste alphabétique du nom des artistes. On n'a pas conservé le plan de l'exposition, donc les tentatives de restitution que je vous ai montrées sont hypothétiques. Euh, les artistes n'ont pas établi de programme bien précis, ils n'ont pas formulé de théorie explicite, et donc c'est dans les œuvres qu'il faut s'efforcer de retrouver des éléments d'interprétation. Tout d'abord, un grand thème, une grande approche importante pour caractériser l'exposition impressionniste, c'est qu'elle propose une nouvelle vision de la vie moderne. L'exposition marque une rupture dans la représentation artistique du réel. Il y a une volonté de représenter le présent. Il y a une volonté de renouveler la peinture et de s'emparer de la vie moderne. Et donc, on voit apparaître des sujets qu'on ne voyait pas antérieurement. Par exemple, sous le pinceau de Berthe Morisot, on a des scènes qu'on pourrait qualifier de scènes domestiques, comme le célèbre berceau, ou bien alors le tableau que nous appelons aujourd'hui l'ombrelle verte, mais qui est plutôt appelé en 1874 la lecture, qui représente la sœur aînée de Berthe Morisot, Edma, lisant. C'est l'un des titres possibles pour cette toile. Donc des scènes domestiques, des scènes familiales qui ne sont pas, qui ne sont pas courantes dans la peinture avant 1874. On voit aussi, comme thème nouveau, comme approche nouvelle de la vie moderne, les loisirs mondains, comme par exemple sur cette belle toile d'Edgar Degas intitulée Aux courses en province. Il n'y a pas vraiment de sujet, mais c'est une atmosphère qui est dessinée. Ou alors, il y a les peintures d'Eugène Boudin, qui sont parfois des aquarelles. On voit ici Rivage de Portrieux, au bord de la baie de Saint-Brieuc, donc, ou bien cette plage à Trouville. Ici, c'est une aquarelle. Dans l'exposition du boulevard des Capucines, deux toiles particulièrement ont retenu l'attention, ou plutôt, l'on a considéré après coup que deux toiles de Claude Monet particulièrement étaient remarquables. C'est d'abord la toile intitulée Coquelicot que l'on voit là. Coquelicot est une œuvre phare de l'impressionnisme à ses débuts. Je reviendrai sur l'analyse de Coquelicot, mais enfin, on peut considérer qu'on y trouve le goût de la peinture en plein air, on y trouve le goût de l'instantanéité, il y a une palette vibrante. Tout cela, si j'ose dire, est en contravention avec les habitudes, avec les conventions, avec les convenances artistiques du 19e siècle. Et naturellement, Coquelicot est une toile qui n'est pas bien reçue en 1874, sur le moment. Elle subit des sarcasmes. Elle n'a été vraiment comprise qu'après coup. Et c'est après coup qu'elle s'est imposée et qu'elle est considérée maintenant comme l'une des œuvres majeures de l'impressionnisme à ses débuts. Et puis, il y a une autre toile qui est devenue, elle aussi, le symbole de l'impressionnisme, à ses débuts, mais le symbole de l'impressionnisme tout court, c'est le fameux Impression Soleil levant de Monet, qui a été remarqué en effet et qui est devenu particulièrement célèbre ultérieurement. Alors, ce qui est remarquable dans cette toile, qui pourrait justifier de longs commentaires, bien sûr, c'est plusieurs choses. D'une part, la présence du soleil. Soleil levant, c'est le titre initial que Monet avait donné à cette toile. Le soleil levant, en effet, qui répand ses reflets sur l'eau. C'est le point central de la composition. Il se distingue par des teintes chaudes, alors que le reste de la toile est plutôt couvert de teintes froides, traduisant l'atmosphère brumeuse du port du Havre.
La toile a été étudiée de très près par les spécialistes de l'histoire de l'art, en particulier dans les années récentes, et on a remarqué qu'elle avait été réalisée très rapidement, à l'imprimé, comment dire, c'est-à-dire sans dessin préparatoire. On a pu examiner aussi et mesurer ce qu'on pourrait appeler les repères de Claude Monet. Monet avait expliqué qu'il s'était installé à l'étage d'un bâtiment sur le port du Havre, donc l'ancien port du Havre, hein, qui a été détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est installé donc à l'étage d'un hôtel sur le port et il a en quelque sorte pris cette vue. Et donc, c'est une vue extrêmement précise parce que des investigations poussées ont permis de proposer une date pour la vue prise par Monet, en tenant compte du mouvement des navires dans le port du Havre, qui est bien connu par les archives, en tenant compte de l'horaire des marées, en tenant compte de l'heure du jour que donne la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. Donc, en combinant divers critères objectifs, divers critères concrets, les spécialistes ont pu proposer comme repère de la vue de Claude Monet la date du 13 novembre 1872. Donc une toile extrêmement précise et pourtant qui paraît floue, qui paraît imprécise. Donc une toile tout à fait originale qui s'efforce de retracer une atmosphère brumeuse et floue tout en étant très précise. Cette œuvre a été remarquée, en effet, et certains critiques se sont moqués parfois du titre Impression. Et cette œuvre a une autre particularité, pour ce qui nous intéresse, c'est que c'est l'une des rares qui ont été vendues dans l'exposition. Il y a 167 œuvres qui sont proposées et seules 4 ont été vendues, dont celle-là. Alors on a vu sur le catalogue que Monet demandait pour Impression Soleil Levant une somme de 1000 francs. La toile a été vendue à un collectionneur, Ernest Hochedet, pour la somme de 800 francs. Monet a donc dû consentir une réduction sur le prix qu'il demandait. La toile a été vendue 800 francs. Qu'est-ce que c'est que cette somme de 800 francs? Est-ce que c'est une somme importante? C'est difficile de comparer les valeurs monétaires au fil du temps. Parfois, on utilise une méthode simple qui consiste à s'appuyer sur la valeur or. Et donc, on dit 800 francs, c'est 40 fois 20. 20, c'est 20 francs, la valeur d'une pièce française de 20 francs, qu'on appelle le Napoléon. C'est une pièce d'or qui a la particularité d'être cotée sur le marché, encore aujourd'hui. Et donc, un Napoléon, aujourd'hui, cela vaut environ 600 euros. Euh, la toile a été vendue 40 fois 20, c'est-à-dire 40 fois 600 euros, c'est-à-dire 24 000 euros. C'est une manière de transposer la valeur d'une toile du 19e siècle au 21e siècle. Mais c'est une manière complètement anti-économique. C'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder, évidemment. Il y a une autre manière beaucoup plus précise et beaucoup plus exacte, c'est celle que propose l'INSEE et les historiens d'économie, qui consiste à essayer d'évaluer le pouvoir d'achat en 1874 d'une somme de 800 francs. Qu'est-ce que l'on peut bien obtenir en échange d'une somme de 800 francs? Et donc, cela nous donne un pouvoir d'achat que l'on peut essayer d'évaluer de diverses façons. Et puis ensuite, on essaye de transposer cette évaluation dans le monde moderne. Alors, évidemment, tout a changé. Essayer d'évaluer ce que peut être le prix d'un téléphone portable en 1874. Par exemple. Les comparaisons sont très compliquées. Donc, on évalue le pouvoir d'achat d'une somme de 800 francs en 1874, on évalue, on essaye de transposer ce pouvoir d'achat en 2024 et on regarde à quelle somme le pouvoir d'achat ainsi évalué peut correspondre. Donc les estimations montrent qu'une somme de 800 francs à la fin du 19e siècle peut correspondre au pouvoir d'achat que procure aujourd'hui une somme de 365 000 euros. Donc 800 francs en 1874, c'est une très forte somme. Alors, deuxième particularité de l'exposition, c'est qu'elle offre une représentation qui est assez paradoxale. On peut remarquer, par exemple, que le thème du travail, qui est peu présent dans la peinture en général, est présent dans l'exposition impressionniste, notamment grâce à Edgar Degas qui nous montre La repasseuse. C'est une toile qu'il a réalisée quelques années auparavant. C'est une toile qui nous montre une repasseuse, comme son nom l'indique, une travailleuse. On est à peu près au moment où Émile Zola prépare son roman L'Assommoir, qui met en scène notamment une repasseuse dans la personne de Gervaise. L'Assommoir est publié en 1877. Degas montre donc la réalité de la femme au travail. La repasseuse incarne le travail, la précarité du travail. Elle incarne aussi une certaine forme de force
face aux tensions sociales de l'époque. C'est un thème qui n'est pas inédit dans la peinture. Par exemple, il y a au Salon de 1874 une toile du peintre Jules-Émile Saintin qui nous montre une blanchisseuse de lin. Donc, au fond, c'est une travailleuse, elle aussi, qui, après qu'elle a repassé le linge que les clients lui ont apporté, eh bien, va le rapporter aux clients. On voit que l'atmosphère n'est pas du tout la même. L'impression que suscite Degas n'est pas du tout celle que l'on peut voir sur la scène procurée par Jules-Émile Saintin ou sur le visage de sa blanchisseuse de lin. Il est clair qu'il y a chez Degas un regard social, on pourrait dire un regard engagé. Degas a traité plusieurs fois le thème de la blanchisseuse, le thème de la repasseuse, le thème de la femme au travail. Et il en propose une représentation tout à fait nette. La figure de la femme est enserrée dans un cadre bien précis, l'espace semble défini par ses gestes, et le pinceau alterne touches vives et aplats délicats. On peut considérer qu'il y a là une sorte de paradoxe. On est en pleine révolution industrielle, et on pourrait s'attendre à voir glorifier la machine ou le travail de l'homme par rapport au travail de la machine. Eh bien, Degas choisit de représenter un travail manuel, un travail lent. Et ce contraste soulève une question. Évidemment, la technique peut éventuellement permettre de libérer l'homme, mais ici on voit que l'homme, la femme en l'occurrence, ne paraît pas du tout libéré par quelque technique que ce soit. Donc, représentation paradoxale ou paradoxe de la représentation dans la peinture impressionniste à ses débuts. Autre paradoxe de la représentation, en pleine révolution industrielle, beaucoup de toiles présentées, la majorité en fait, euh, sont des paysages ruraux d'une façon ou d'une autre, comme par exemple ce bac de l'île de la Loge, Port-Marly, inondation de Sisley. Donc c'est une scène qui se déroule près de Bougival, à l'île de la Loge. La toile a été peinte par Sisley, pense-t-on, dans le courant du mois de décembre 1872, donc une période de crue de la Seine. On voit des arbres dénudés qui se dressent dans la brume de novembre. Euh, on voit un petit bac qui traverse la Seine, accroché à sa corde. Euh, et il y a une maison au volet vert. Sur le bac, le geste du passeur, le passeur est immobile ou à peine esquissé. Ce geste renforce l'idée d'une nature qui reprend ses droits. Le fleuve déborde de son lit et occupe tous les environs. L'homme se trouve évidemment en position d'observateur, si on veut, mais en position de faiblesse par rapport aux forces de la nature. Donc cette toile de Sisley incarne la volonté du groupe impressionniste de peindre sur le motif, de capturer les effets changeants de la lumière et de l'atmosphère, plutôt que de se cantonner à des sujets précis, académiques, historiques, par exemple. Encore plus caractéristique, cette toile de Pissarro, matinée de juin, Pontoise. Alors cette peinture, présentée à l'exposition du boulevard des Capucines, a suscité tout de suite des rires moqueurs, étant donné ce que l'on a pu percevoir d'emblée comme étant de la simplicité finalement un petit peu ridicule. Pissarro refuse la composition classique. Il compose sur le motif, d'après ce qu'on sait, en une seule séance en fait, sans étude préalable, sans perspective linéaire. Ce que l'on voit, c'est un chemin de campagne qui traverse un champ de céréales. À gauche, quelques coquelicots qui guident le regard vers la profondeur, vers quelques arbres qui donnent la verticale. On peut remarquer que dans cette peinture, le ciel occupe la moitié de la surface environ. Euh, et le tableau dégage un sentiment de calme, un sentiment de chaleur. Pissarro a voulu traduire l'atmosphère d'une matinée d'été dans la région parisienne. Et donc il incarne bien l'idéal impressionniste, rendre la sensation fugace du paysage baigné de lumière. Et comme le dira plus tard Berthe Morisot, fixer quelque chose du temps qui passe. Il y a une autre toile à sujet, on pourrait dire rural, c'est La Maison du Pendu de Paul Cézanne. C'est une toile complexe. C'est une toile qui incarne un moment de la manière de Cézanne au moment où il est proche des impressionnistes, en 1873-74, lorsqu'il fréquente le village d'Auvers-sur-Oise où travaille son ami Pissarro. Par la suite, la manière de Cézanne évoluera. Donc c'est une toile qui représente une vue d'Auvers. Ce que l'on voit, c'est en fait une composition tout à fait particulière. Il y a un chemin qui
qui part vers la gauche, il y a un autre chemin au centre, il y a un talus sur la droite. Et puis, il y a des arbres qui donnent la verticale. Donc, ces lignes créent des espèces d'espaces juxtaposés. On a l'impression qu'il n'y a pas une composition en perspective, mais simplement une juxtaposition de zones colorées. Les coloris sont froids, verts, gris, bruns. Tout cela baigne la scène d'une lumière assez austère. Cézanne a assimilé la touche impressionniste pour développer son propre langage et on peut éventuellement pressentir l'évolution de la manière du peintre ultérieurement. Une autre caractéristique de l'exposition impressionniste, c'est qu'elle nous propose un reflet immédiat du monde contemporain. Les impressionnistes, en effet, refusent la distanciation, ils refusent l'idéalisation. On le voit par exemple à travers cette toile de Renoir, La Loge. Renoir a choisi d'avoir recours à son frère Edmond, qui est en arrière-plan et qui utilise des jumelles, et il a choisi également un modèle, une jeune Montmartroise, qui s'appelle, paraît-il, Nini. La jeune femme regarde le spectateur, nous regarde donc. Elle porte une robe blanche, délicatement rayée de noir, elle a des roses dans les cheveux. Son compagnon détourne le regard, il est habillé de façon très sobre. Au premier plan, il y a une balustrade. Et on pourrait presque avoir l'impression que l'on pose le pied sur la balustrade et que l'on va entrer dans la loge. Alors cette mise en scène pointe un petit peu l'hypocrisie des mœurs de l'époque, hein. Qu'est-ce que c'est exactement que Nini? Euh, cette toile illustre aussi la fascination pour pour le spectacle mondain. La toile célèbre aussi la grâce des apparences. Alors, à sa naissance, la loge a divisé les critiques d'emblée. Certains y ont vu une mise en garde contre les excès de la mode, d'autres ont loué simplement son élégance et sa modernité, mais ce qui est sûr, c'est que cette toile, présentée au boulevard des Capucines, n'a pas trouvé preneur. Grâce à son marchand, Durand-Ruel, Renoir l'a présentée à Londres à l'automne de 1874, où elle n'a pas trouvé davantage preneur. Et ce n'est donc que par la suite que la toile, la loge, deviendra une des icônes de la peinture française de la fin du XIXe siècle. Alors une autre toile intéressante et importante aussi, c'est la toile de Claude Monet, Boulevard des Capucines. Boulevard des Capucines adopte le point de vue du visiteur de l'exposition. On est au 35 Boulevard des Capucines, dans les salons où sont présentées les toiles de l'exposition impressionniste et Monet nous propose cela. Alors évidemment, il a réalisé la toile avant l'exposition, puisque la toile est présentée dans l'exposition. Mais c'est bien au même endroit. Au même endroit, donc, à l'étage du numéro 35. Euh, On est à l'étage, dans les salons où les tableaux sont exposés. Le visiteur de l'exposition peut, par un simple mouvement de la tête, jeter un œil par la fenêtre, voir une scène qu'il retrouve sur la peinture de Claude Monet. Donc, refus de la distanciation, souci, volonté de l'immédiateté, tout cela est très typique de la peinture impressionniste. Il s'agit de faire de l'art un reflet vivant du monde contemporain. Cette toile euh, a fini par être, cette toile n'a pas été vendue donc durant l'exposition, elle a fini par être achetée plus tard par un collectionneur russe, Morozov, et donc elle est conservée aujourd'hui à Moscou. Ce qui fait qu'en 2024, au moment de l'exposition du musée d'Orsay, le contexte international a rendu difficile la demande de prêt au musée de Moscou ou l'obtention du prêt de la part du musée de Moscou. En tout cas, cette toile n'est pas venue à Paris. Peut-être Monet avait-il pensé à cela parce qu'il a en fait réalisé deux versions de la toile en 1873. Il y a cette version qui a un format allongé et qui a une gamme chromatique chaude, et il y a cette version, format vertical, gamme chromatique froide, qui représente le même sujet, c'est-à-dire une vue du boulevard des Capucines prise depuis le numéro 35. En tout cas, c'est cette toile-là qui était présentée dans l'exposition de 2024, l'exposition du 100 cinquantenaire, et c'est cette toile-là qui était présentée en 1874 dans l'exposition du boulevard des Capucines. Le moment est venu maintenant de nous interroger sur l'impact de l'exposition de 1874. Comme on l'a vu, la postérité a fait de cette exposition le point de départ, une charnière de l'histoire de l'art. Et la postérité a choisi de retenir quelques œuvres, par exemple Impression Soleil Levant,
Quelques œuvres comme étant évidemment les phares de la modernité dans la peinture française et dans la peinture européenne de l'époque. Si on se centre sur l'exposition, comme entendait le faire le musée d'Orsay en 2024, et comme ont fait les historiens de l'art qui ont travaillé à cette occasion, on peut d'abord dresser les comptes de l'exposition. Alors il faut être clair, l'exposition de 1874 est un échec commercial complet. Une société anonyme avait été constituée, les artistes avaient mis au pot, en quelque sorte, pour constituer le capital de la société. Ils avaient envisagé aussi de verser une partie de la recette qu'ils obtiendraient au compte de la société, et puis ensuite, il était question de se partager les bénéfices. L'exposition est un échec financier, des bénéfices, il n'y en a pas, les dettes dépassent largement les fonds disponibles, et donc la société est mise en liquidation, ce qui fait que les années suivantes, les peintres impressionnistes devront se poser plusieurs fois la question, est-ce que l'on organise à nouveau une exposition? Et si oui, comment fait-on? Où va-t-on trouver l'argent? Ce qui a amené deux d'entre eux à financer, avec leurs propres deniers, une exposition. Par exemple, Gustave Caillebotte et Berthe Morisot, qui a financé la dernière exposition, la huitième, donc exposition impressionniste. Donc, échec financier, échec commercial, clairement. 4 toiles ont été vendues, 4 seulement, comme on l'a vu, notamment Impression Soleil Levant, que Monet a vendu 800 francs. Donc on a vu que cette somme de 800 francs, si on la transpose dans le monde d'aujourd'hui, est une somme importante. Mais la question qu'on peut se poser, c'est la question suivante. Est-ce que pour une toile, 800 francs constitue en 1874 une somme importante? Combien se vend un tableau en général à l'époque? Alors, on a remarqué que les tableaux qui se vendent en 1873, 74, 75 se vendent plutôt autour de 300 francs qu'autour de 1000 ou de 800, donc sensiblement moins cher. Même Berthe Morisot ou Degas, qui demandaient des prix moins élevés, demandent en fait des prix moins élevés que Monet, demandent en fait des prix très élevés par rapport au marché. On peut donc dire que ces prix demandés par rapport aux prix pratiqués sur le marché sont en fait des prix très élevés. On peut considérer ces prix demandés comme une sorte de coup de poker de la part des artistes. Il s'agit de se faire connaître. Bien sûr, il s'agit de vendre si possible, mais il s'agit surtout de se faire connaître et il ne s'agit pas de brader les peintures que l'on a pu réaliser. De ce point de vue, on peut considérer que même si sur le plan strictement comptable, l'exposition est un échec, sur le plan de la réputation, sur le plan de la célébrité, sur le plan de la publicité, c'est certainement un succès. C'est même un grand succès, parce que le groupe bénéficie désormais d'un réseau de soutien qui se constitue et qui va perdurer. Il y a une sorte de capital, peut-être pas financier, mais social en tout cas, qui a été accumulé et que l'on voit bien dans les années qui suivent. Tout cela suggère que finalement, la reconnaissance pour ces artistes valait au moins autant que la vente des toiles. Néanmoins, pour beaucoup d'entre eux, la conclusion s'impose. Certes, on peut vendre en dehors du système, mais c'est plus facile de vendre à l'intérieur du système. Donc, beaucoup d'artistes impressionnistes, à commencer par Claude Monet, participeront par la suite au salon. Enfin, essaieront de se faire admettre au salon, tout au moins. Et même parfois, ils ne participeront plus aux expositions impressionnistes. Il n'y a que quelques irréductibles, comme Pissarro, qui participe aux 8 expositions impressionnistes, ou comme Berthe Morisot, qui participe à 7 expositions, pas celle de 1879, parce que c'est l'année où elle accouche de sa fille Julie, et donc on peut considérer qu'elle a une bonne raison. Mais donc on voit bien que il y a d'emblée des fissures dans le groupe impressionniste. Leur réaction par rapport à l'état du marché n'est pas la même. Manet n'a jamais participé, Monet participe peu, Morisot participe beaucoup. Et puis, on peut s'interroger aussi sur la réception critique de l'exposition. Alors, naturellement, la postérité a valorisé l'article du Charivari dans son numéro du 25 avril 1874. Mais il faut évaluer le Charivari pour ce qu'il est. C'est un journal, bien sûr, et je vais comparer le Charivari avec un autre journal, le Petit Journal. Le Charivari est un journal dont il est difficile d'évaluer le tirage. Certainement pas plus de quelques centaines d'exemplaires, avec une périodicité qui n'est pas régulière. Le numéro du Charivari coûte 25 centimes et il est surtout vendu par abonnement. 25 centimes, c'est une somme importante, c'est la moitié du prix du catalogue de l'exposition impressionniste. C'est une somme importante, surtout si on compare au petit journal, qui est vendu
par abonnement peut-être, mais qui sont tous vendus au numéro, 5 centimes. 5 centimes, c'est la plus petite pièce de monnaie qui circule en France. Le Petit Journal est le prototype des journaux de la presse moderne de la fin du 19e siècle. En 1874, il tire à quelque chose comme 300 000 exemplaires. C'est un quotidien. Et il va devenir encore plus important dans les années qui suivent. À la fin du 19e siècle, il dépassera même le million d'exemplaires. Et à cette époque-là, il y aura trois autres journaux quotidiens publiés à Paris dépassant le million d'exemplaires. Quatre journaux quotidiens dépassant le million d'exemplaires à la fin du 19e siècle. C'est vraiment l'apogée de la presse papier. Dans la presse actuelle, rien n'est comparable. Mais dans le Petit Journal, il n'y a pas d'article sur l'exposition impressionniste du boulevard des Capucines. Donc, si on veut euh, évaluer l'accueil fait par la critique à l'exposition impressionniste, ben, ce n'est pas vers le Charivari ni vers le Petit Journal qu'il faut se tourner. On peut se tourner, par exemple, vers un journal comme Le Siècle. Le Siècle a connu son apogée sous Second Empire. En 1874, il est un petit peu en repli, mais enfin, il tire encore à 30 000 exemplaires environ par jour. Il est vendu 15 centimes au numéro et il est vendu aussi par abonnement. Vous voyez là le numéro du siècle du 29 avril 1874. Et dans le siècle du 29 avril 1874, eh bien, il y a un article donc consacré à l'exposition impressionniste, un article de Castagnari. Alors, est-ce que la presse rend compte de l'exposition impressionniste? En fait, il y a peu de visiteurs à cette exposition. On l'a vu, 3500 en un mois, plus de 200 000 pour le salon. Euh, donc évidemment, peu de visiteurs, peu de monde, peu de journalistes, peu de critiques. Peu, mais il y en a quand même quelques-unes, quelques-uns. On peut dire de ceux qui viennent et qui rendent compte de l'exposition qu'ils donnent une vue relativement favorable de l'exposition. Il y a par exemple des critiques comme Émile Zola, qui salue une peinture jeune, une peinture audacieuse. Il y a des critiques qui valorisent l'exposition comme une alternative au salon. C'est une exposition sans jury, ce qui, aux yeux de certains critiques, peut être considéré comme important. Évidemment, il y a quelques notes discordantes, comme par exemple les remarques que fait un critique qui signe Marc de Montifaux et qui est en fait une femme, Marie-Amélie Chartroux. C'est la seule femme critique qui visite l'exposition de 1874, exposition dans laquelle il n'y a qu'une seule artiste femme, Berthe Morisot. Et donc, Marc de Montifaux est très réservée par rapport à l'exposition impressionniste. Elle estime que les artistes se sont éloignés de la réalité, qu'ils n'ont pas composé leur toile, qu'ils donnent la préférence à l'impression plus qu'à la réalité. Bref, elle n'est pas du tout convaincue par cette peinture. Alors, si on essaye de croiser les échos dans la presse avec la ligne politique des journaux, il y a beaucoup de journaux, certains ont une ligne politique, on peut considérer que les journaux qui viennent couvrir l'événement sont en général plutôt des journaux républicains ou radicaux. Ils sont assez favorables parce qu'ils voient dans l'exposition une illustration de la liberté d'expression. Pour la presse conservatrice, elle est peu présente, elle parle peu de l'exposition, mais quand elle en parle, elle souligne le fait qu'il s'agit d'une exposition sans jury, ce qui, à ses yeux, est plutôt négatif. Donc on ne peut pas dire que l'exposition de 1874 a été boudé ou rejeté par la critique. Bien au contraire. Et c'est ce que l'on va voir en lisant précisément cet article de Castagnari, publié dans Le Siècle du 29 avril 1874, sous le titre Exposition du boulevard des Capucines, les impressionnistes. L'article commence par la présentation de quelques-uns des artistes, de quelques-unes des œuvres. Et vous voyez comment Castagnari parle de Claude Monet, euh, donc des emportements de main qui font merveille. Les natures mortes de son déjeuner sont superbement brossées et son soleil levant dans le brouillard retentit comme les accents de la Diane au matin. Donc, présentation favorable. Ou bien un petit peu plus loin, il y a une évocation de Berthe Morisot qui a de l'esprit jusqu'au bout des ongles. On ne saurait trouver page plus gracieuse, plus délibérément, plus délicatement touchée que Le Berceau ou Cache-Cache. Donc là aussi, présentation tout à fait favorable. Un peu plus loin, on trouve ce paragraphe. Donc, il y a eu la présentation des auteurs et Castaneri continue. Ce sont là les notes personnelles à chacun, les vues communes qui les réunissent en groupe et en font une force collective au sein de notre époque désagrégée. C'est le parti pris de ne pas chercher le rendu, de s'arrêter à un certain aspect général.
L'impression, une fois saisie et fixée, ils déclarent leur rôle terminé. Si l'on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d'impressionniste. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le mot même est passé dans leur langue. Ce n'est pas paysage, c'est impression, que s'appelle au catalogue Le Soleil levant de Monsieur Monet. Par ce côté, ils sortent de la réalité et entrent en plein idéalisme. Donc, il y a chez Castagnari une présentation élogieuse de l'exposition. Il y a chez Castagnari le choix du mot impressionniste pour définir ce courant, pour définir ce groupe, et non pas de façon sarcastique, non pas comme une boutade, comme une plaisanterie. Il en donne une véritable définition. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Et l'auteur va un peu plus loin. Avant peu d'années, les artistes aujourd'hui groupés au boulevard des Capucines sont divisés. Les plus forts, ceux qui ont de la race et du sang, auront reconnu que s'il est des sujets qui s'accommodent de l'état d'impression, se contentent des dehors de l'ébauche, il en est d'autres, et en bien plus grand nombre, qui réclament une expression nette, qui demandent une exécution précise. Que la supériorité du peintre consiste précisément à traiter chaque sujet suivant le mode qui lui convient, par conséquent, à n'être point systématique et à choisir hardiment la forme qui va donner tout son relief à l'idée. Ceux-là qui, chemin faisant, auront perfectionné leur dessin, laisseront là l'impressionnisme, devenu pour eux un art véritablement trop superficiel. Quant aux autres, qui, négligeant de réfléchir et d'apprendre, auront poursuivi l'impression à outrance, l'exemple de M. Cézanne avec une moderne Olympia peut leur montrer dès à présent le sort qui les attend. D'idéalisation en idéalisation, ils aboutiront à ce degré de romantisme sans frein où la nature n'est plus qu'un prétexte à rêverie et où l'imagination devient impuissante à formuler autre chose que des fantaisies personnelles, subjectives, sans écho dans la raison générale, parce qu'elles sont sans contrôle et sans vérification possible dans la réalité. Donc ce critique, qui est une sommité parmi les critiques d'art ou les historiens d'art à l'époque, c'est un ami de Gustave Courbet qui en fait le portrait, vous le voyez. Ce critique qui invente le mot impressionnisme, en fait, non pas comme une plaisanterie, mais comme une définition véritable. Ce critique qu'on peut considérer comme le véritable inventeur de l'impressionnisme, eh bien, se montre élogieux et sceptique quant à l'avenir de cette peinture. Il en perçoit la singularité, mais il n'en mesure pas le potentiel révolutionnaire. Parce qu'il y a une révolution impressionniste. Révolution impressionniste que je définirai à très grands traits à partir de Coquelicot de Claude Monet. Donc, il y a quelques personnages sur cette toile. Au premier plan, la femme de Monet, Camille, et leur fils Jean. Il y a, comme on le voit, une promenade dans les champs, un talus couvert de coquelicots. Les formes sont esquissées en larges touches juxtaposées plutôt que en contours précis. La scène n'est pas dessinée. C'est un sujet banal, on pourrait dire. C'est un sujet contemporain. C'est pas du tout un sujet académique traditionnel. On est très loin des grands sujets appréciés au salon. Une scène banale qui assume la modernité, qui célèbre la vie ordinaire, sans édulcoration morale ou didactique. Le spectateur n'est pas appelé à contempler un acte héroïque, mais on lui propose de ressentir la fraîcheur d'un après-midi estival, les parfums, les jeux d'ombre et de lumière. Le découpage de coquelicots n'obéit pas aux règles de la composition académique. Il n'y a pas de point de fuite. Euh, les personnages sont tronqués. Le regard du spectateur est invité à se poser sur des touches successives et non pas à suivre des lignes de fuite. Pas de perspective construite, mais une perspective atmosphérique. Euh, Ce sont les dégradés de couleurs qui donnent la profondeur. Le lointain n'est pas atténué par une diminution progressive des détails, mais par une variation de la teinte et une dilution de la matière. Les rouges vifs des coquelicots, au premier plan, cèdent progressivement la place à des verts plus doux. C'est un modèle optique qui probablement est influencé par les recherches du physicien Chevreul sur la théorie des contrastes simultanés. Donc la technique de Monet repose sur une accumulation de petites touches juxtaposées qui ne sont pas mélangées. Chaque point de couleur dialogue avec son voisin, produisant une vibration optique
qui fait scintiller la surface du tableau. Et Monet rejette le noir pour figurer les ombres colorées. Il y a donc là une réalisation en plein air qui illustre l'un des bouleversements techniques majeurs de l'impressionnisme. La peinture impressionniste introduit une discordance temporelle dans la réalité artistique. Contrairement à l'art académique qui privilégie la pose figée et la permanence, les impressionnistes cherchent à capter l'instantanéité des phénomènes lumineux et atmosphériques. Ils cherchent, comme le dit Berthe Morisot, à fixer quelque chose du temps qui passe. Monet ira évidemment plus loin en peignant des séries, la série des gares Saint-Lazare, la série des cathédrales de Rouen, la série des Meules, par exemple. Et donc, par touches spontanées, avec une palette vibrante, le peintre fixe un moment éphémère. Il crée une tension entre la durée réelle de l'observation et la fixité du tableau. Le spectateur est ainsi confronté à une temporalité fragmentée, renouvelée à chaque regard. Donc, Coquelicot est une des œuvres majeures, en fait, de l'impressionnisme. La portée de la toile va bien au-delà d'une simple peinture de paysage. En libérant la couleur et le geste, Monet a offert aux générations futures un modèle d'émancipation créative. Ce modèle sera compris, étudié par Cézanne, Matisse, Derain, par les fauves, par les abstraits, qui reconnaîtront dans Claude Monet la légitimité d'un art fondé sur la perception et la sensation. Coquelicot n'a peut-être pas la valeur iconique d'impression soleil levant, mais c'est certainement le tableau impressionniste par excellence, fascinant par sa fraîcheur et par sa modernité. Et donc, tout naturellement, Coquelicot était en bonne place dans l'exposition du 150